Avant de commencer cet épisode, j'aimerais glisser un petit message rapide. Ma voix n'est malheureusement pas dans son état normal. J'ai actuellement une horrible grippe et ça va peut-être légèrement se ressentir durant l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti. Il y a quelques heures, aux environs de 7 heures du matin, heure française, un lanceur Falcon 9 de SpaceX décollait, emportant avec lui non pas un, mais 2 atterrisseurs vers notre satellite. Et le voyage de ces 2 petits atterrisseurs robotisés va être passionnant à suivre. Entre leur destination, qui doit nous en apprendre énormément sur la Lune, sa surface, son volcanisme, le champ magnétique terrestre, un rover en bonus, et le fait qu'il symbolise aussi une nouvelle ère de l'exploration lunaire, il va être l'heure, je crois, de revenir sur ces 2 missions que nous suivrons au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Avant de commencer, je vais néanmoins rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous avez envie d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de planète, des météorites martiennes ou lunaires ou autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. C'est un fait assez rare pour le remarquer. Il y a quelques heures, ce ne sont pas un, mais 2 atterrisseurs qui ont été lancés vers notre satellite. Et il faut dire que ce choix a du sens. Bien que particulièrement fournis, j'y arriverai dans un instant, les atterrisseurs sont aussi relativement légers. Hakuto Air, du japonais iSpace, ne fait en effet qu'une tonne et son compagnon, Blue Ghost de l'américain Firefly Aerospace, n'en fait qu'une tonne et 150 kg. Mais bien qu'assez petits, ces atterrisseurs seront aussi fascinants à suivre. Cependant, leur voyage sera aussi assez long. Le premier à arriver, Blue Ghost, ne tentera en effet de se poser qu'environ 45 jours après son décollage. Alors c'est assez long, il faut l'admettre, mais ces choix ont aussi du sens. Déjà, prendre son temps permet de détecter de possibles problèmes et tenter de les corriger ou de trouver des solutions, sans risquer de compromettre la mission. Et puis, aussi contre-intuitif que ce soit, vouloir aller plus vite n'a pas vraiment de sens. Si dans le cas des vols habités, rejoindre la Lune en quelques jours est essentiel, on peut difficilement laisser des humains dans une capsule exiguë pendant des semaines. Il en est tout autre quand on parle des atterrisseurs robotisés. Au lieu de choisir une trajectoire qui rejoint directement la Lune, comme pour Apollo, il est en effet moins coûteux en carburant de rehausser progressivement son orbite terrestre pour progressivement se rapprocher de la Lune. Ça prend du temps, certes, mais ça permet aussi de conséquentes économies en carburant qui permettent, elles, de faire des économies d'argent ou de masse au lancement, et aussi de booster la capacité d'emport. Dans le cas de Blue Ghost, ce seront ainsi près de 45 jours que l'atterrisseur passera à voyager, permettant dans la foulée de calibrer les instruments, s'assurer du bon fonctionnement de ses systèmes et j'en passe. Ensuite, il devrait tenter de se poser sur la Lune, ce qui sera une étape à surveiller de près. Bon, là, une petite parenthèse s'impose. Firefly Aerospace, qui construit l'atterrisseur Blue Ghost, n'est en effet pas une petite nouvelle venue dans le spatial, et elle développe par exemple le lanceur Firefly Alpha, dont le premier vol remonte à 2021 et qui a cumulé en tout 5 vols pour 2 réussites. Capable de placer environ une tonne en orbite basse, le petit lanceur a déjà permis à la compagnie de se faire un nom et une expérience dans le spatial. Fondé en 2014, c'est en 2021 que Firefly Aerospace allait lancer le développement de l'atterrisseur Blue Ghost, après avoir, pendant un temps, envisagé d'acheter les droits de l'atterrisseur israélien Bereshit, qui s'avéra au final incompatible avec les besoins de la NASA. Blue Ghost est en effet lancé dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services, un programme créé par la NASA qui vise à utiliser des acteurs commerciaux pour envoyer des charges utiles vers la Lune. Ça permet ainsi à des startups de se faire une expérience solide, de développer un écosystème viable sur le long terme dans le transport de marchandises vers la Lune, et à la NASA de se concentrer sur l'aspect scientifique pur. Ainsi, si tout se passe bien, Blue Ghost devrait tenter de se poser près du mont Latreille, une montagne isolée de la mer des Crises, large de plus de 6 km et haute de 150 mètres. Le choix de la mer des Crises, lui, s'explique pour une raison assez simple. Il est en effet le fruit d'un gigantesque impact qui, il y a près de 3 milliards d'années, a été rempli de lave basaltique. Étudier ce genre de formation, c'est ainsi une opportunité de remonter le temps et comprendre le passé et la formation de notre satellite. Et pour réaliser sa tâche, Blue Ghost embarque une multitude d'instruments provenant tant d'agences spatiales que d'entreprises ou d'universités. On retrouve ainsi une antenne GPS qui utilisera le GPS américain et son homologue européen Galileo, permettant d'obtenir des données de localisation de l'atterrisseur avec une qualité inégalée en théorie.
Si ce test s'avère concluant, il pourra à l'avenir ouvrir la voie à des services de localisation précis pour d'autres atterrisseurs, ce qui pourrait être crucial pour viser une zone précise de la Lune, faire se poser du cargo près d'une base ou encore d'autres. On trouve aussi une caméra dédiée à l'analyse de poussière soufflée par le moteur de l'atterrisseur lors de son atterrissage, qui permettra de mieux comprendre le comportement du régolithe lunaire dans ces conditions, ce qui sera important pour faire se poser un atterrisseur près d'infrastructures à l'avenir. On notera aussi la présence d'une sonde électromagnétique qui aidera entre autres à comprendre comment et quand la Lune s'est refroidie, et un instrument qui observera les interactions du vent solaire avec le champ magnétique terrestre, et sera d'ailleurs l'occasion d'obtenir la première carte globale du champ magnétique terrestre prise à un moment donné. Enfin, on terminera avec un instrument qui sera déposé à la surface de la Lune et qui doit permettre de tester des technologies empêchant la poussière lunaire de se coller à une surface, un ordinateur servant d'expérimentation pour limiter les fautes liées aux radiations, un instrument de mesure d'adhérence du régolithe, un rétroréflecteur laser permettant de mesurer la distance Terre-Lune, un petit aspirateur à poussière lunaire qui pourra les ranger par taille et photographier pour analyser, et une sonde qui pourra descendre à 2 ou 3 mètres dans le sol lunaire pour mesurer des flux de chaleur, ces deux derniers instruments étant d'ailleurs fournis par Blue Origin. Si tout se passe bien, ce petit monde opérera pendant 14 jours à la surface de la Lune, avant que le début de 14 jours de nuit lunaire ne prive les panneaux solaires d'énergie et ne mette fin à la carrière de l'atterrisseur. Mais il y aura encore de quoi se consoler, car après ça, on attendra en effet l'atterrissage d'Hakuto Air du japonais iSpace. Celui-ci réalise en effet sa seconde mission, après un premier échec lors de la tentative d'alunissage du premier exemplaire en avril 2023. Et pour le coup, Hakuto Air mettra bien plus longtemps à se poser, approximativement 4 mois et demi, incluant plusieurs phases de test dans l'espace. Il tentera ensuite de se poser dans la mer du froid, dont la surface remonte aux environs du grand bombardement tardif qui amena probablement l'eau sur Terre. Il embarquera avec lui le rover Tenacious, un petit rover luxembourgeois développé par la branche européenne d'iSpace et qui pèse environ 5 kg. Doté de caméras, il aidera à comprendre le régolithe lunaire, l'impact du souffle du moteur sur le site d'atterrissage et encore d'autres. Bon, on notera aussi une maquette de maison montée sur le rover, mais bref. Hakuto Air, de son côté, embarquera entre autres une petite plaque commémorative, des instruments de mesure des radiations, une expérience qui tentera de produire de l'oxygène et de l'hydrogène par électrolyse sur la Lune, et une expérience pour la production de nourriture à base d'algues. En résumé, ces deux missions risquent de s'avérer très intéressantes à suivre encore une fois, et nous promettent aussi pas mal de belles images et de paysages inédits à découvrir. Mais tout ça, eh bien, je le suivrai avec vous au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.